Bon début de semaine tout le monde, bienvenue dans Toute liberté avec Joey Aubé. Avec Karim et Ayoubi cette semaine, on parle de santé mentale, mais plus précisément, on analyse 2 études, en fait 2 articles de The Economist qui sont sortis récemment par rapport à la Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, dans la plus grande, perspective. Est-ce que la crise de la santé mentale là-bas, mais on peut également faire le lien ici au Canada et au Québec, est-elle gonflée artificiellement? Ou du moins, est-ce que il y a davantage de cas pour des pécadilles au lieu que des vrais problèmes de santé mentale qui méritent les services sociaux et les soins nécessaires. Donc, on pose la question, puis on analyse ça ce matin En toute liberté. Salut Karim. Salut Joey. Ouais, fait que c'est ça, tu m'as envoyé ça, ces 2 articles, bien évidemment, je vais les partager juste pour le bénéfice des auditeurs si ça les intéresse d'aller voir ça. C'est, la première date du 7 décembre, dernier, donc ça fait environ quelques mois, c'est pas tant, loin que ça. Article de The Economist: «How to stop over-medicalizing mental health». On parle vraiment, c'est ça, de Britain, donc de Grande-Bretagne. Et également, on peut-se parler, oui, yes, ça va switcher. Même chose, Economist, même journée également, 7 décembre: «Britain's mental health crisis is a tale of unintended consequences». On va l'avoir. Puis en passant, les 2 articles ont une version audio en anglais, que j'ai trouvé super intéressant, surtout pour moi qui sont plus, audiovisuel que lecteur. C'est super bien expliqué. Bien sûr, c'est avec un accent british, mais je pense que vous êtes capable de comprendre quand même. Mais écoute, Karim, c'est quasiment, certains diraient que c'est quasiment hérétique de poser cette question-là. Mais voyons donc, la santé mentale est un problème sérieux. On peut pas oser penser que le monde fake ou quoi que ce soit, ou que, tu sais, chaque cas doit être pris avec tout le sérieux du monde, mais on voit dans les statistiques qu'il y a anguille sous roche, là. Tout à fait, puis c'est pour ça que puis là, je vais raconter une petite anecdote avant de commencer, avant de tomber dans le vif du sujet. Je me suis abonné récemment, il y a à peu près une semaine, à ce journal-là, au journal The Economist. Mais juste pour dire pour les auditeurs, comme tu l'as mentionné au départ, c'est important, ceux qui sont intéressés, vous n'êtes pas obligé de prendre un abonnement pour lire l'article, vous pouvez avoir accès à l'audio. Comme toi, Joey, tu as eu accès à Mmh. l'audio, hein, c'est ça? Donc ça, c'est quand Ah, même puis le fun. je suis pas abonné en passant, hein, Tu fait pas que abonné, c'est ça? je sais pas pendant combien de temps d'articles que ça le fait, mais c'est disponible même pour ceux qui sont pas abonnés à The Economist, donc c'est disponible pour les gens, là. Tout à fait. Là, je parlais à quelqu'un qui travaille dans un think tank, il y a une couple de semaines à peu près. Puis là, l'individu en question me parlait du journal The Economist, puis il dit: «OK, tu iras voir tel article, tout ça». Puis là, j'ai dit: «Ouais, mais je suis pas abonné, ça vaut-tu la peine?» La façon, il m'a regardé avec tout le mépris du monde quand je lui ai dit que je n'étais pas abonné. Le gars, il est nerd un peu, il faut dire. OK, Il a ouais. dit: «Je comprends pas comment tu peux vivre sans être abonné à ce journal-là». Fait que là, je me suis tellement senti mal. Je suis allé m'abonner à The Economist, puis je suis pas déçu parce qu'il y a tellement de. Là, je fais pas de la promotion pour ce journal-là, mais je trouve là, les articles sont longs de un, c'est-à-dire quand vous voulez du contenu, il y a du contenu. Là, c'est pas 250, 300 mots, là, il y a du contenu. Et il y en a, naturellement, ça part, il y a des chapitres sur l'économie, il y a des bons chapitres sur la santé, il y en a beaucoup sur la politique internationale aussi. Donc, bref, je suis bien content là, je suis dans le free trial, mais probablement que je vais renouveler. Et j'ai vu ces 2 articles-là de décembre dernier, donc c'est d'actualité, les statistiques sont d'actualité. Par rapport, il faut dire, c'est un journal qui est européen, qui est britannique, là, je C'est ça. crois. Oui, c'est un journal britannique, donc il se base beaucoup sur ce qui se passe en Europe et sur ce qui se passe au Royaume-Uni. Mais pourquoi j'ai décidé d'en parler dans le podcast? Parce que je vais vous partager quelques graphiques tout à l'heure et vous allez voir que la courbe d'augmentation de la prescription d'antidépresseurs Mmh. et d'augmentation de consultations pour santé mentale, la courbe du Canada suit de très près celle du Royaume-Uni. Ben, Donc, ouais, la question, excuse-moi de te couper, la question que je me posais, est-ce que c'est finalement un phénomène plus anglo-saxon slash Commonwealth, manière très bon. de traiter les gens au niveau médical? Parce que sinon, on verrait ça partout, du moins dans la majorité des pays riches Oui. d'Occident, là. Absolument. Et lorsque tu regardes, écoute, je pense que je vais le partager tout de suite parce qu'on est comme, on est comme dedans. Je vais vous faire J'ai le. défoncé à la porte trop de bonheur. Non, non, mais c'est bien correct. OK, bon, ben regarde, là, ici, quand tu regardes cet article-là, il est assez intéressant.
Il dit Britain people in contact with NHS. NHL, c'est Service. National Health Service Mental Health. OK? Donc, les gens qui ont été en fonction des tranches d'âge en contact avec des services de santé, des professionnels de la santé. Tu regardes par tranche d'âge. Le petit point bleu, OK, le petit point bleu pâle, ça, c'est 2017-2018. Le petit point bleu plus foncé, c'est 2021-2022. Donc, tu vois, tu as quand même, particulièrement chez les jeunes, 11 à 15 ans, tu as une différence qui est très significative. Ah oui. C'est en pourcentage, donc tu as à peu près 7 versus 15 16 à 19, même chose. Tu vois, les 40, 49, 50, 59, 60, 69, ça n'a pas changé grand-chose. Et les personnes âgées, tu vois quand même une petite différence. Mais c'est surtout chez les jeunes de 11 à 19 ans que tu vois une différence très marquée des consultations avec le National Health Service Mental Health. C'est sans surprise parce que, tu sais, autant qu'on sait bien que on le dit depuis le début, que durant la pandémie, c'était les jeunes qui ont été les plus sacrifiés puis qui ont goûté le plus justement au niveau des santé mentales. Mais est-ce qu'il y a, je te pose la question, est-ce qu'il y aura un effet générationnel relié à ça, tu sais, ou de peut-être un genre de nouvelle mentalité médicale qui ferait que ça tu sais, étrangement, je comprends, on n'est pas du tout dans le même domaine, mais ça me fait penser un peu au surdiagnostic des TDAH au début des années 2000, là, dont j'ai été victime d'ailleurs. Absolument. Ouais, ben oui, en effet, il y a eu du surdiagnostic ici. Et l'autre graphique que je voulais vous montrer, que je trouve intéressant ici, c'est les courbes. OK, quand tu regardes particulièrement le deuxième, les antidépresseurs, les doses quotidiennes d'antidépresseurs par 1000 habitants. Et là, et ton point, tu avais mis le doigt sur quelque chose, Joey, tout à l'heure, anglo-saxon. Regarde, Mmh. entre 2010 et maintenant, entre 2010 et 2022, l'Italie, ça n'a pas monté de façon, ça a monté, mais pas de façon si significative que ça. Même chose pour la France, même chose pour l'Allemagne. Mais regarde les courbes, comment ils se recoupent drôlement, les courbes entre la Grande-Bretagne, l'Australie et le Canada. On voit que, tu vois, donc on en prescrivait déjà plus en 2010 que les trois autres pays qu'on voit, mais la courbe, l'ascension, l'ascension de la courbe, elle est significativement plus prononcée et elle se recoupe pas, quand même pas mal entre ces trois pays-là. Je Donc, je serais pour curieux ça, de je mettre voir la trouve, Nouvelle-Zélande qui est pas indiquée, mais je serais pas surpris qu'elle suive pas mal les mêmes tangentes aussi, à son niveau. En eff en effet, ce serait intéressant de voir la Nouvelle-Zélande aussi. Donc, quand j'ai regardé ça, je me suis dit: «OK, moi, ça m'intéressait intellectuellement un peu que de la façon qu'il parlait, mais pour en faire un podcast, il faut toujours se poser la question, y a-t-il une validité extrinsèque à ce qu'on est en train de dire? Mmh. Ça s'applique-tu à ici ou ça s'applique pas du tout?» Donc, mais là, je voyais que ça pouvait quand même potentiellement, s'appliquer et ce qui est super intéressant, c'est qu'eux, dans, un des 2 articles, le deuxième que tu as présenté, il présente une approche, une vision un peu différente de ce que l'on voit, de ce qu'on entend. C'est qu'on met, on se questionne, disons. On se questionne si une des composantes, une des conséquences de l'augmentation de prescription des antidépresseurs et de l'augmentation significative des consultations en santé mentale depuis la dernière décennie, est-ce que c'est pas en lien avec, entre autres, avec des campagnes de sensibilisation pour la santé mentale? Tu sais, ben, puis ça, je trouve ça très intéressant parce que des fois, on dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. Oui. Et c'est sûr que c'est une bonne intention, puis je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire des campagnes de sensibilisation. Je pense que c'est important, puis on veut que les gens consultent si les gens ont des idées suicidaires, naturellement. Mais on peut se poser la question, est-ce que de faire des... tu sais, il y a toujours un point à quelque part où est-ce que ça devient malsain, où est-ce que trop, on utilise l'expression cliché un peu trop, c'est comme pas assez, mais ça existe, c'est comme l'entraînement, c'est super bon, mais courir 60 km par jour, à un moment donné, à 32 ans, tu vas avoir le corps de 60, là, Ah, parce c'est que ça. c'est un peu, le même principe avec la santé mentale. Donc, faire de la prévention, faire des campagnes de sensibilisation, ça peut être excellent. Mais à un moment donné, si tu en fais trop, eux, ce qu'ils disent, ils disent, regardez, ça peut arriver, il y a un potentiel que les gens vont avoir tendance à prendre des événements de la vie de tous les jours, à prendre des petits malheurs, entre guillemets, de la vie de tous les jours, à prendre et considérer que de facto, c'est quelque chose qui est médical. C'est un trouble de santé mentale qui est médical. Donc, il faut bien faire la différence ici.
Parce qu'il y a beaucoup de choses dans la vie qui font en sorte qu'on peut être malheureux. OK? Un deuil, ça fait en sorte qu'on peut être malheureux. Une séparation, des jeunes qui sont intimidés à l'école, une mauvaise ambiance de travail, travailler dans un domaine dont vous n'êtes pas excellent, vous n'êtes pas fait pour ça. Le stress relié à un examen, c'est normal que si vous procrastinez beaucoup, par exemple, et vous arrivez une semaine de l'examen, puis vous n'avez pas fait grand-chose, là, et vous voulez entrer dans un programme contingenté, bien, ça peut arriver qu'il y ait du stress qui s'accumule. C'est pas un anxiolytique que ça vous prend. C'est pas un antidépresseur non plus pour traiter l'anxiété sous-jacente, parce qu'on utilise des antidépresseurs pour traiter l'anxiété aussi. Ça, c'est bien connu. Puis c'est correct, c'est efficace dans certains cas, mais c'est plus d'arrêter de procrastiner, la solution. C'est pas médical. Ça me Je veux rappelle un dire, épisode de South Park où c'est que le personnage de Cartman, on lui avait comme dit à l'école primaire qu'il souffrait d'anxiété, puis il pensait que c'était comme une genre de maladie rare ou quoi que ce soit. Fait que là, tout le monde qu'il rencontrait, là, mettons, arrêtez de parler trop fort, arrêtez de faire ci, tu sais, ça affecte mon anxiété, ça affecte mon anxiété. Puis à un moment donné, le personnage de Kyle, son ami qui est, en tout cas, qui se met son rival, il dit Cartman, en veux-tu savoir une bonne? Et tout le monde souffre de l'anxiété. Il dit tout le ça. monde, non, c'est Il dit ça. quoi? Il dit, Ben oui, tout le oui, monde souffre de l'anxiété. Ben, est-ce que, sérieusement, Karim, tu me parles de ça, puis ça me fait. Il y a une nouvelle dans le monde de la pop culture, il y a environ une semaine, qui fait. Je pourrais faire un semi-lien avec ça. Elle montre un peu le côté, je te dirais, il y en a qui diraient la fragilité des acteurs d'aujourd'hui, mais de l'autre côté, le genre de mentalité que tout de suite, on va automatiquement, on embarque dans le Social Services. C'est un acteur d'un des films de Marvel, ce qui n'a pas bien été, qui s'appelle Kumail Nanjiani. Pour ceux qui avaient, il y a eu un film dans les dernières années qui s'appelait The Eternals, Les Éternels, qui n'a pas très bien fait au box-office, en fait. Et le gars, il a avoué environ une semaine qu'il a dû suivre une thérapie suite au fait que le film où qui était un des acteurs dans ce film-là a pas bien fonctionné. Il a floppé en bout de ligne. C'est- Puis le gars, c'est pas le personnage principal. Là. Tu sais, les Eternals, c'est Non, comme non, un je comprends. groupe de genre de super-héros immortels. Il était, je pense, une douzaine. Là. Tu sais, fait que c'était pas genre le main character. Là. Fait que ça montre un peu que je comprends que c'est un cas de figure, mais tu sais, qu'on est comme en mode très automatique. Ah, je me sens pas bien, je vais aller consulter. Surtout que si le gars a le salaire, aller voir le psy pour pas absolument pour rien. Les autres, ils rient, là, tu sais, ils ont du fun. Mais c'est ça. Comme tu l'as dit, on a beaucoup focusé sur la prévention. Du moins, je me rappelle un peu de certaines pubs. J'en avais déjà parlé à la télévision fin années 90, début 2000. Sur, mettons, il y avait encore beaucoup de stigmatisation, par exemple, sur la dépression en Ouais. milieu de travail. Là. Tu sais, en gros, plusieurs pensaient que c'était comme une genre d'excuse pour avoir des vacances gratis, puis qu'ils pensaient que le monde fakait, alors que là, il y a eu des campagnes de sensibilisation pour dire non, la dépression est une maladie, mettons fin aux préjugés, puis de ci, puis de ça. Puis c'est correct, c'est absolument correct. Mais là, justement, avec la genre de mentalité de ah, c'est plus de ta faute à toi, c'est la faute de la société, tu sais, c'est le racisme systémique ou tu sais, c'est que c'est la faute quasiment du système, entre guillemets, qu'il t'arrive telle affaire. Donc, l'argument de la Il santé y a clair- mentale est plus rapide que d'autres choses. Hein. Ouais, il y a clairement un danger de faire en sorte qu'une portion de la population devienne, particulièrement les jeunes, hypersensibles à des stimuli de la vie qui sont normales pour le C'est ça. développement. C'est-à-dire, la grande majorité des gens qui vivent une peine amoureuse c'est pas médical, mais c'est normal que ça fasse Ben mal. oui. Ben, tu vas dire dans certains cas, tu peux être content, là, mais Ça dépend disons, comment ça finit, bien évidemment. c'est ça, exactement. Mais de façon générale, une séparation, tu sais, un humain normalement constitué va pleurer pendant quelques jours. C'est pas un Non, épisode dépressif majeur, on s'entend. C'est pas besoin d'une et thérapie pour ça d'habitude. En tout cas, en temps non, normal. Là, tu sais. exactement, c'est en plein ça. Je veux dire, il y a d'autres. Lorsqu'on parle, par exemple, d'intimidation à l'école, tu sais, il y a quand même, je veux dire, c'est un problème qui est quand même majeur. Puis là, on voit un petit peu, ça devient de plus en plus difficile. On voit des choses dans l'actualité, ça devient de Ah plus en oui. plus difficile pour l'autorité, pour les professeurs d'intervenir. Moi, je me souviens très bien, là, puis je veux dire, je suis pas à bout d'âge, mais quand j'étais plus jeune, ça arrivait quand même régulièrement qu'il y avait des interventions, pas frappées, on s'entend, mais qu'il y avait des interventions physiques qui se Mais faisaient des professeurs dans les cours de récré. Et là, je veux dire, aujourd'hui, c'est très, très, très difficile. Tu peux avoir des accusations, puis je suis pas en faveur qu'il y ait de la violence envers les enfants, zéro, pas du tout. Mais je veux dire,
parfois, à l'heure actuelle, ça devient extrêmement Ben, difficile pour les professeurs n'est-ce d'intervenir. pas ça le cœur du problème? Tu sais, la nouvelle perception de l'autorité dans, mettons, je dirais, vis-à-vis des nouvelles générations dans la société d'aujourd'hui. Alors qu'à l'époque, que justement, ton professeur, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, tu sais, on avait quand même un certain respect pour l'autorité, soit parentale ou de ton tuteur ou quoi que ce soit. Autant que oui, il y a des malcommodes, il y en a toujours eu, puis il y en aura toujours, mais quand même. Mais là, aujourd'hui, sachant justement que, tu sais, on est comme rendu en mode un peu parent hélicoptère, que là, le jeune, tu sais, crime, pas plus que vendredi passé, il parlait du débat sur la fessée des jeunes enfants à la joute. Là. Tu sais, on demandait à Luc Lavoie s'il faudrait. Je pense que c'est le MPD qui avait ramené le débat là-dessus à la Chambre des communes. Tu sais, en gros, si la fessée mettons, comme punition pour les jeunes enfants, est-ce que c'était encore du moins c'était vu positivement encore dans la société d'aujourd'hui où il fallait comme faire l'interdire avec une loi ou une connerie du genre. Mais c'est ça, parce que là, on est comme en mode que peu importe ce que en tout cas, d'un point de vue extérieur, c'est que peu importe ce que l'enfant dit, je fais le pas ci, je fais le pas ça, dans n'importe quoi, là, tu sais, là, on prend. C'est pas genre, ben là, t'es certain? Non, non, non. Là, il faut le prendre par les mots, faut pas le contredire. Tu sais, il faut quasiment, c'est all-in, on n'ose même pas poser de questions. Fait que j'ai l'impression qu'il manque un filtre quelque part. Tu sais, qu'à un moment donné, autant que oui, et des fois, c'est absolument vrai, il faut vraiment le prendre au sérieux, mais là, il y a une différence entre faire du tri puis dire, OK, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, puis justement dire qu'on accepte tout, puis on vit avec les conséquences de nos actes. Là. Tout à fait, tout à fait. Et ça, donc, tu sais, je veux dire, c'est là qu'on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas médicales. C'est sûr qu'un enfant qui se fait intimider beaucoup, beaucoup, beaucoup peut développer un épisode dépressif majeur. Ça peut arriver qu'il ait besoin d'une médication. Ça existe, mais ça demeure des cas assez rares, là, Ah pour ouais. dire anecdotique, dans le sens que c'est pas l'antidépresseur qui va régler son problème, c'est de régler le problème à la source. C'est comme s'il y a un climat toxique au travail ou un très mauvais management, une très mauvaise gestion, par exemple, d'un groupe d'employeurs au niveau de l'entreprise, ben, je veux dire, de régler le problème de gestion, c'est ça. C'est ça qui va améliorer la condition de la santé mentale de l'ensemble des employés. C'est pas un antidépresseur, c'est pas un médecin, et à la limite, c'est pas un psychologue. C'est pas un psychologue non plus. Une statistique assez intéressante qui nous apprennent dans l'un des deux articles, c'est que 57% des enfants, au Royaume-Uni, 57% des jeunes universitaires disent, lorsque tu les questionnes dans un sondage, dans un questionnaire, 57% disent souffrir de troubles de santé mentale. Hey. Donc ça, c'est leur perception. C'est-à-dire plus d'un sur deux jeunes universitaires. Puis je ne sais pas de quelle façon la question a été posée. Là. Oh Ça, ouais. faut voir. Mais quand même, là, 57%, un sur deux, c'est pas vrai que l'ensemble de ces gens-là a un shutdown de leur neurotransmetteur, de leur Ah non, sérotonine dans le cerveau ou de leur ça noradrénaline. marche Là. pas, là. C'est pas biologique. Mais on peut penser qu'avoir beaucoup d'anxiété avant un examen est une condition de santé mentale médicale. Mais ça, il y a une erreur. Lorsque la personne pense ça, il y a vraiment une erreur. C'est pas pour décourager les gens de consulter, mais ce qu'on dit également, c'est qu'au Royaume-Uni, puis on est un petit peu dans cette situation-là, ici aussi, c'est que le nombre de psychiatres depuis, là, je crois, c'est depuis les 5-6 dernières années, depuis 2014, a augmenté de 6%. Mais le nombre de consultations dans les urgences pour troubles de santé mentale a augmenté de 86%. Hey. Donc, tu vois, tu n'as pas le staff, puis ça, c'est un gros problème, c'est ça qu'on dit, c'est le même principe ici, c'est que tu n'as pas le staff nécessaire pour traiter, pour suivre cette augmentation de demandes de consultation. Et comme tu as des demandes de consultation qui ne sont pas médicales, mais ces gens-là, ces consultations-là engorgent le système. Et pour cette raison-là, les intervenants en santé mentale, que ce soit médecins de première ligne, que ce soit psychiatres, que ce soit infirmières praticiennes spécialisées ou travailleurs sociaux, psychologues, ils ont moins de temps pour s'occuper des cas qui, eux, nécessitent vraiment une intervention de professionnels de la santé. On parle de schizophrénie, de maladies affectives bipolaires, on parle de réels troubles dépressifs majeurs qui nécessitent des antidépresseurs et ou une psychothérapie, souvent les deux. Donc, il y a un engorgement du réseau de la santé.
Et il faut traiter le problème en amont, il faut trouver des solutions pour traiter le problème en amont, pour faire en sorte que ça ne peut pas continuer à augmenter comme ça. On ne peut pas tout médicaliser dans une société. On peut pas surtout... Et le problème avec la santé mentale, c'est que c'est pas comme la cardiologie. Hein. La cardiologie, c'est... Je fais un petit peu... Je compare souvent les deux parce que en médecine, la science, le domaine de spécialité où est-ce qu'on a le plus d'evidence-based, okay? On a le plus de données basées sur la science et on sait le plus quoi faire avec des algorithmes étape par étape. On est bien baqué par des études. On a des outils pour diagnostiquer, pour mesurer. C'est la cardiologie. Numéro 1, c'est la cardiologie. La santé mentale est en queue de peloton. Ce qui est normal parce que le cerveau humain, les fonctions cérébrales supérieures, les fonctions cognitives sont des fonctions qui sont extrêmement complexes, puis c'est beaucoup plus difficile d'aller mesurer avec C'est de que ce soit l'émotion, une... c'est de l'émotion. Tu sais, il y a une différence entre une artère bouchée, puis ah, je me sens pas bien, puis je sais. Tu sais, C'est, on nage on est dans le brouillard pas mal plus là. C'est ça, c'est qu'on a des outils, puis tu vois, c'est plus subjectif, c'est qu'on a, les principaux outils qu'on a, c'est le DSM, okay, le DSM-5. Il y a des critères diagnostiques, mais regarde la subjectivité, par exemple. Parmi les critères pour diagnostiquer un épisode dépressif majeur, ça te prend 5 critères sur 9, OK? Parmi les critères, tu vas avoir, exemple, anédonie. OK? Anédonie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plus le goût ou moins le goût de faire des choses que généralement tu as le goût de faire. Ben, je veux dire, probablement que dans un deuil, tu peux avoir ça aussi. Dans une séparation amoureuse, tu peux avoir ça aussi. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est médical et que tu as besoin d'un antidépresseur. Irritabilité, ça n'en est un. Mmh. Je veux dire, tu sais, moi, des fois, il y a des gens que j'entends parler, puis ça me rend drôlement irritable après. Tu comprends? Donc, et c'est toujours après ça, c'est là le jugement du clinicien, c'est il faut pas que ce soit dû à la prise d'une substance, OK? Alcool ou drogue, ou il ne faut pas que ce soit dû... il faut que ça entraîne faut que ça entraîne une détresse significative. C'est ça, c'est que en gros, Donc, c'est causélation ne veut pas nécessairement dire corrélation, là. Tu sais, je pense que, je sais pas si c'est un exemple que tu avais déjà entendu à l'école médicale, Karim, mais j'avais entendu ça dans certains shows de médecine, je pense que c'est Doctor House en plus, ah ouais. tu sais, qui disait, tu sais, when you heard hooves, you think horses, not zebras. Tu sais, en gros, ils disent que Ouais, quand tu entends des ouais, ouais, ouais. sabots, tu penses automatiquement aux chevaux, mais jamais aux zèbres. Un peu, c'est Oui, ah non, on connaît ça. Ça, c'est le syndrome beaucoup du jeune étudiant en médecine qui a lu. Ça, c'est drôle quand même. Oui, mais on la connaît, là, celle-là. C'est-à-dire, moi, j'ai fait mon cours j'ai fait ma résidence à Montréal, mais mon cours à Québec, mon cours général à Québec. Puis, ce qu'on disait, c'était quand tu étais jeune étudiant, là, puis là, tu étais toute fière, tu avais appris une maladie rare que tu avais lue. Puis là, tu t'imaginais à chaque fois que tu vois un essayer de la patient plugger, que là. c'est t'essayais de la plugger. Puis là, tu avais des plus vieux patrons qui disaient, regarde, ils disaient, si tu t'en vas dans le vieux Québec, tu entends des sabots, là, tu peux gager tout de suite que ça va être que ça va être un cheval, ce ne sera pas un zèbre. Ça peut être un zèbre, mais c'est très, très, Non, très c'est rare. ça. Mais puis en gros, le principe, c'est que souvent, on se dit: «Ah, ben c'est sûr, c'est ça», mais des fois, c'est pas aussi clair que ça. Et justement, puis je reviens à mon point sur l'autorité, j'ai l'impression que là, sachant qu'on a puis on le voit même, j'en parlais avec Pascal, Derry dans un autre épisode dans Toute liberté il y a quelques semaines, tu sais, avec la surutilisation des tablettes comme quasiment, nouvelle gardienne artificielle pour s'occuper des enfants pour qu'ils se ferment la trappe. On les met les écrans d'en face, puis on a la paix. Fait que le côté vraiment, l'autorité parentale est de moins en moins présente. Je comprends qu'il y a des familles qui sont encore très autoritaires, puis tout à fait correctes, puis j'ai pas de problème avec ça. Mon but, c'est pas de surgénéraliser ici. Mais justement, est-ce qu'on n'utilise pas un peu comme justement les gens des services sociaux, slash les psychologues ou les gens ou ceux qui travaillent en santé mentale pour un peu dire on dit les hard truths, là, tu sais, les vérités dures à dire à l'enfant que peut-être le parent n'oserait pas dire. Ouais, finalement, ce que tu dis, ben, excuse-moi, mais Pas dans it's in your head, là, tu sais, c'est dans ta tête, là, tu sais, mais finalement, c'est que ça va vous avoir coûté 400 pièces pour que l'enfant te l'entende dire au lieu que tu lui dises directement, là, tu sais, fait que Tu- la c'est déresponsabilisation ça. aussi des parents peut être une cause, absolument. On a tendance à surmédicaliser là, les choses. De façon générale, à penser que
c'est je veux dire, à chaque fois qu'il arrive quelque chose qui fait en sorte qu'on file pas trop bien, il faut aller voir un médecin. Et ça fait en sorte que ça augmente, fort probablement, ça augmente la prise d'antidépresseurs. On l'a vu sur la courbe. Une statistique qui est assez intéressante, puis ça, c'est constant, pas mal à travers la planète. OK, c'est plusieurs études là-dessus. Parmi les antidépresseurs qui sont prescrits, OK, pour des symptômes dépressifs, un diagnostic, par exemple, d'épisode dépressif majeur, OK, combien fonctionne, tu penses? Fonctionne plus que le placebo, parce que la façon qu'on fait les choses, quand on fait des études, on fait ce qu'on appelle des études prospectives randomisées à double insu. Donc, ce sont des études prospectives, ça veut dire on ne regarde pas dans les dossiers antérieurs, on part à partir du moment zéro, puis on suit les patients, tu minimises beaucoup de biais, et tu as un groupe contrôle, tu as un groupe témoin, et le groupe contrôle les deux groupes sont en aveugle, ça veut dire que autant celui qui donne le médicament ne sait pas quel médicament il donne, OK. si c'est l'antidépresseur ou la pilule ou la pilule placebo, et autant le patient ne le sait pas. OK? Ça, c'est pour tester une nouvelle molécule. Mettons que tu as un nouvel antidépresseur qui sort sur le marché, tu vas faire ça. Tu as uniquement, en tout cas, c'est 15 à 20 selon Ah, ben les vois-tu, moi, études. j'aurais dit la moitié, mais genre mélangé entre le placebo puis le vrai C'est médicament. 15, c'est 15 à 20 qui s'avèrent supérieurs au placebo. Ah, Là, pourquoi exactement? Est-ce que c'est, là, j'ai entendu, les antidépresseurs, ça ne fonctionne pas. Non, non, c'est pas vrai, c'est pas ça. Là. Ça fonctionne, mais ça fonctionne pour des cas spécifiques. Donc, qu'est-ce que ça me dit, moi, ça, puis qu'est-ce que ça dit à la communauté médicale? C'est qu'on surdiagnostique les épisodes dépressifs majeurs. Sur un vrai épisode dépressif majeur, ça va être difficile d'en sortir sans antidépresseurs parce qu'il y a vraiment un shutdown des neurotransmetteurs. Tu as vraiment une cinétique, particulièrement un neurotransmetteur qui s'appelle la sérotonine, qui est responsable, entre autres, de l'humeur, mais également de la perception de la douleur, donc, sous un vrai épisode dépressif majeur, souvent l'antidépresseur va être très efficace. Puis, des fois, il faut faire de l'essai-erreur entre certains, parce qu'il y a des gens qui réagissent mieux à une molécule qu'à une autre. Mais, comme je dis, si on le prescrit pour un deuil qui n'est pas pathologique, ça ne donnera rien. Si on le prescrit pour quelqu'un qui est anxieux à l'université parce qu'il procrastine, s'il continue à procrastiner, l'antidépresseur ne l'aidera pas. Il faut traiter la cause. Quand la cause est un shutdown des neurotransmetteurs, l'antidépresseur fonctionne bien. Sinon, ben, ça ne donne pas grand-chose. Parce que c'est du délestage. Tu sais, si vu qu'il y a moins de services, puis c'est ce qu'on entend depuis toujours, c'est justement, vous avez pas. Il y a des gens qui sont il y a des services qui sont moins en moins disponibles et justement, soit les attentes sont très longues. Fait que pour l'instant, pour pas qu'on fasse qu'on donne rien, ben, let's go, antidépresseur, antidépresseur, antidépresseur. Puis autant que ça peut marcher pour certains, mais pour d'autres, comme tu l'as dit, soit ils n'en ont pas de besoin, ou soit que, au contraire, c'est plus pour comme en attendant d'avoir le réel service, quasiment, puis il y en a plusieurs qui terminent avec, pas qui déclarent, mais en fait, ça leur crée une dépendance à ces 10 médicaments-là par la suite. Donc, c'est très difficile par l'après. Là. les anxiolytiques vont avoir tendance à créer une dépendance, comme par exemple les benzodiazépines. Les antidépresseurs, c'est pas vraiment une dépendance comme OK. telle. C'est pas, c'est plus qu'il y en a qui sont plus difficiles à sevrer que d'autres, là, en raison des effets secondaires du sevrage. Mais l'aspect de la dépendance, c'est plus les anxiolytiques que Ouais, les c'est ça, parce que antidépresseurs. ça, une des pilules que je voyais plus souvent qui était difficile, c'est les fameuses, en tout cas, je connais pas le terme officiel, mais tu sais, les fameuses pilules pour dormir. Là. Ouais, c'est les C'est ça. Bon, ben, benzodiazépines, regarde, je suis comme, là-dessus. comme Ativan, C'est ça. Ben, Cerax et mon père a compagnie, réussi, là. Ouais, en avait pris pendant longtemps, puis il a réussi ouais. à s'en sevrer en coupant vraiment tranquillement sur une paire de 2 3 mois, mais ça a été dur des bouts, là, tu sais. Ouais, ouais, Mais ouais, ouais. non, c'est ça, absolument. Ben, écoute, bonne nouvelle quand même là-dessus, tu sais. C'est sûr et certain que c'est pas aussi addictif, au moins c'est déjà ça de prix. Non, exact. Et tu sais, le problème de ça, quand tu surmédicalises les choses, ben, tu vas amener, puis là, c'est sûr que nous, la communauté médicale, il faut se poser des questions, il faut dire on surdiagnostique, faudrait résister à prescrire trop d'antidépresseurs. Ça, c'est dans notre cours, c'est sûr. Des fois, c'est comme le patient, tu veux l'aider, tu lui prescris, les critères sont subjectifs, mais je pense qu'on a vraiment un travail à faire du côté de la communauté médicale. Également, parce que c'est problématique le fait qu'il y a plus de consultations pour les troubles de santé mentale et que la majorité s'avère des choses qui ne sont pas du domaine médical. Ben, qu'est-ce que ça amène? Ça amène plus de consultations. Ça amène, un incitatif à prescrire plus d'antidépresseurs, donc des coûts supplémentaires pour le coût de la consultation, pour le coût du médicament.
ça engorge le système, comme on a dit tout à l'heure, moins de temps à passer avec les patients qui en ont réellement besoin. Et ça augmente aussi les primes d'assurance. Parce que là, Ben oui. si tu sais que tu en prescris plus, les régimes d'assurance, le régime d'assurance médicaments, ça va augmenter C'est comme les accidents de char naturellement. ou les vols de char de cet incite dans pas Ben mal oui. d'actualité, bien évidemment. C'est, ça cause Et un paquet de problèmes. Et le coût dans le système de santé également, Karim, parce qu'on s'entend qu'autant que je sais que je pense on en avait déjà parlé dans un autre épisode, à quel point la santé mentale, du moins dans le privé en santé, Ouais. c'est pas ce qui est priorisé, on va dire ça. C'est pas que ça existe pas, mais donc c'est majoritairement le public qui gère ça d'habitude. Pour ce qui est là, pour ce qui est, oui, absolument, pour ce qui est des consultations particulièrement en urgence de santé mentale et pour ce qui est d'avoir accès à un psychiatre, entre autres, là, oui, c'est très, très, très fort, largement dans le réseau public. Puis, tu sais, quand on regarde ça aussi, un autre facteur que les études nous démontrent qui cause beaucoup de détresse psychologique, c'est la douleur chronique. Avoir mal, ça peut chambouler ton humeur de Ben oui. façon assez importante. Mais là, mais à partir de ce moment-là, c'est la douleur qu'il faut traiter. C'est pas certains antidépresseurs sont efficaces pour la douleur, il faut le dire. Là. Donc, il faut adresser la douleur. Donc, il y a toutes sortes de choses qu'il faut adresser. En amont et d'autres types de diagnostics qu'il faut considérer lorsque quelqu'un consulte pour des troubles de santé mentale. Et le point ici, c'est que l'antidépresseur, c'est 15 à 20 de taux d'efficacité. À partir de ce moment-là, il faut qu'on se re-questionne sur la précision de nos diagnostics, la reproductibilité de nos diagnostics. Puis, je terminerai en disant, puis on parle un peu de solutions dans les articles, c'est pas toujours évident, mais ça, il y a quelque chose qui est vraiment intimement relié, c'est troubles de santé mentale et pauvreté. OK? Ça, c'est intimement relié. Et il faut lutter contre la pauvreté. Ça, c'est sûr et certain parce que si plus tu as de pauvreté, plus tu as de gens qui vivent sous le seuil de la pauvreté, plus tu vas engorger ton réseau de santé avec des problèmes de santé mentale. Et ce qui est intéressant ici, des fois, là, il y a des gens qui peuvent me dire, ouais, mais c'est quoi la poule, c'est quoi l'œuf? Est-ce que les gens qui souffrent de santé mentale, les gens qui sont dans un milieu de pauvreté, est-ce que il y a une même cause qui fait en sorte qu'ils ont des troubles de santé mentale aussi. Par exemple, une génétique défavorable, par exemple, une génétique défavorable avec des troubles de personnalité qui font en sorte que tu es dans la pauvreté, une génétique défavorable qui fait en sorte qu'ils ont des troubles de santé mentale, donc c'est ça qui les amène dans la pauvreté. Ben, je ne dis pas que c'est faux, ça. Mmh. Cependant, statistiquement parlant, lorsque tu fais des régressions logistiques, tu vois que la pauvreté est un élément, un facteur de risque indépendant pour, pour développer des troubles de santé mentale. Surtout que Donc, c'est surtout ça c'est indépendant. ça, Donc, là, vraiment, il y a un lien de cause à effet clair. surtout que la pauvreté d'aujourd'hui, on parle même pas de sans-abri, là. Tu sais, disons quand ils disent que le 100 000 est le nouveau 50 000, j'ai l'air à dire que disons surtout que le terme pauvreté, puis, je me rappelle plus si c'était vraiment avec toi, Karim, ou quelqu'un d'autre, j'avais entendu parler de ça. C'est qu'il parlait justement je pense que c'était dans un épisode de Yann et Frank il y a longtemps. Et en gros, c'est ce qu'il appelait. Il y avait un thème officiel de ça, mais en fait, c'était comme le avant. C'était comme j'invente un terme ici, le genre de semi-sans-abri, là. En gros, c'est que c'est Mhm, des gens qui n'ont plus nécessairement de maison, mais qui habitent, mettons, qui dorment sur un divan chez un cousin ou un membre de la famille X. En gros, il disait que ces gens-là étaient beaucoup plus élevés que ceux qui étaient littéralement dans la rue, mais que c'était littéralement la ouais, prochaine étape, que si jamais il perdait ce moyen-là, ces contacts-là auprès des gens qu'il connaissent, qu'il allait finir par tout à fait. être justement au niveau de la rue. Mais non, c'est ça. C'est surtout, en plus, on le voit avec la situation économique et quoi que ce soit. Donc, ça ne va pas en s'améliorant, du moins de ce niveau-là. C'est sûr que, on va dire comme j'entendais Richard Martineau dire à l'époque, c'était durant la fin de l'élection en 2018, là, tu sais, quand Philippe Couillard parlait de santé mentale, puis d'épicerie à 75$, puis donc tout le concept de la pauvreté était ramené dans la campagne, puis il expliquait justement que, tu sais, si moi, justement, je serais pauvre, puis que je passerais mes journées dehors, puis j'aurais plus de maudite scène, puis je passerais, mais, tu sais, ils prendraient que leur argent pour boire, ben, si ma vie, ça serait pas mal ça, moi, tout, j'aurais rien le goût de ça de boire en bout de ligne, tu sais. Fait Tout à que fait. c'est ça, c'est que c'est Absolument. boire du noir pour boire du noir, là, tu sais, c'est. Oui.
Non, non, c'est exact. Puis, tu sais, autre chose, tu sais, quand on regarde, il faut regarder les tranches. Chez qui ça augmente? Puis c'est pour ça que c'est important d'avoir des faits. Quand on a regardé les graphiques, on voit, donc, ton target, c'est pas les gens entre 49 et 69. On a vu que eux, depuis les 10 dernières années, ça a à peu près pas changé. Ils consomment pas plus d'antidépresseurs, puis ils vont pas plus chercher ils vont pas plus consulter en santé mentale. Donc, tu vois, les deux catégories, c'est vraiment les personnes âgées et les jeunes. Donc, tu vois, il y a un problème avec les jeunes et avec les personnes âgées. Ouais, La pauvreté, oui, de façon globale, mais les jeunes et les personnes âgées. Personnes âgées, c'est beaucoup l'isolement. Hein? ouais. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup l'isolement. Donc, au lieu de te rendre à l'étape d'être obligé de voir un professionnel de la santé pour traiter un épisode dépressif majeur, travailler en amont sur l'isolement, c'est quelque chose qui peut être, en l'occurrence, avec les soins à domicile. Une des suggestions qu'on a faites également au dernier congrès, tu t'en souviens, c'est de transformer 50% des lits de CHSLD en lits à domicile, comme ce qui se voit là, beaucoup Ouais. aux Pays-Bas, parce que tu diminues de façon très significative l'isolement quand tu fais ça. Parce que t'es pas toute la journée dans ta petite chambre toute seule. Là. Tu as des gens qui viennent, à domicile. Après ça, souvent, tu vas donner des incitatifs à la famille pour que la famille prenne du temps avec la personne âgée. Donc ça peut être intéressant pour les personnes âgées. Pour les jeunes, ben, je pense que je n'élaborerai pas tant que ça sur le sujet parce que Pascal en parle régulièrement là, de l'activité physique, mais je veux dire, l'activité physique, c'est excellent pour la santé mentale. Donc, et de développer les bonnes habitudes de vie, d'activité physique, c'est très dur de le faire à 50 ans. Oui, dites-moi pas, là, mon beau-frère, mon oncle, oui, je sais, il y en a. Mais de façon générale, c'est très difficile. Ça se développe en bas âge. Et l'activité physique, que ce soit l'activité, que ce soit les exercices d'endurance, musculaire d'endurance, que ce soit l'exercice cardiovasculaire, va sécréter des endorphines au cerveau. OK? Puis les endorphines sont une drogue. C'est une drogue endogène qu'on appelle. Ce qui est intéressant avec l'endorphine, c'est que ça va stimuler les récepteurs mu, qui sont les mêmes récepteurs que les narcotiques vont stimuler. La morphine, le Ben, dilodide, plusieurs voyaient ça. le supédole. Euh, Oui, exactement. Donc, tu fais comme t'auto-droguer toi-même. Donc, c'est pour ça que les gens qui font beaucoup d'exercices physiques vont avoir tendance à souffrir moins de douleurs chroniques, s'ils ne se blessent pas, là, naturellement, mais ils vont avoir tendance à souffrir moins de douleurs chroniques. Et la douleur chronique est associée à des épisodes de santé mentale, de dépression, clairement. On a parlé tout à l'heure. Et même, ils vont avoir un sentiment de bien-être assez régulier parce qu'ils vont stimuler ces genres de récepteurs-là, donc ils s'auto-droguent, mais avec une drogue endogène. C'est quand même assez intéressant. Donc, chez les enfants, vraiment de développer ces habitudes-là en bas âge. Ça peut être intéressant. Puis finalement, l'autre chose que je dis, ben, peaufiner nos diagnostics. Ce qu'on propose dans l'article, ça, je trouve, oui, c'est important d'investir dans le réseau de la santé curatif, mais c'est aussi important d'investir en recherche. Parce qu'en investissant en recherche en santé mentale, tu vas être capable de targeter, de cibler, de mieux cibler ton patient qui a vraiment besoin d'antidépresseurs. Tu peux le faire via des imagerie résonance magnétique fonctionnelle. Dans le futur, ça pourrait être intéressant d'en avoir. On commence déjà à en avoir en recherche pour être capable de mesurer tes neurotransmetteurs. Utiliser l'intelligence artificielle aussi, qui peut être assez oui. intéressant pour développer des algorithmes cliniques de questionnaires que lorsque ton patient a tel symptôme, dans l'algorithme, tu vas pouvoir cibler mieux la molécule oui ou non, ou quelle molécule utiliser. Donc, je pense que l'avenue de l'intelligence artificielle, ça peut nous aider énormément à bien préciser nos diagnostics et faire en sorte que lorsqu'on fait des études placebo, on n'a pas juste 15% de supérieur, que la molécule qu'on prescrit ne soit pas supérieure uniquement à 15% par rapport au placebo. Ben, écoute, c'est fascinant. Puis je pense que ça rentre aussi, puis je suis certain que Pascal serait d'accord là-dedans, que les jeunes, il faut les faire bouger. Autant que c'est pas la solution miracle, mais écoutez, on voit clairement que ça a un effet. Tu sais, contrairement à que certains disent durant la pandémie, les mondes qui vont au gym, c'est pas juste des douchebags avec des six-packs qui sont juste là pour se montrer les biceps, à quel point ils sont forts et sont plus gros que les autres. Là. Non, non. Autant qu'il y en a. Mon but, c'est pas de dire qu'il y en a pas. Mais c'est Hein, ça. C'est que justement, plus les gens sont en santé, je pense, en général,
plus au niveau de la santé mentale, ça va similaire, ça va suivre. Les Grecs avaient compris ça, hein, Ils ont tous compris, les Grecs, avant tout le monde. ils Hein? avaient compris, ils Ah, avaient compris ça barouette. il y a 2000 ans, les Grecs. Mais moi, je m'amuse à me répéter ça parce que j'aime quand même, sans avoir une formation académique là-dedans, j'aime quand même la philo, puis de temps en temps, j'en lis. Et on se rend compte que les Grecs ont à peu près tout dit. Hein. Puis là, on peaufine, on répète, on peaufine, on répète, mais il y avait une sagesse énorme chez les Grecs, oui, en effet. Ah. Ah non, c'est fascinant. Écoute, Karim, merci beaucoup. Sérieusement, c'est toujours rafraîchissant puis de voir certaines perspectives qui se passent ailleurs. Parce que souvent, écoute, on entend les nouvelles qu'on a ici, tu sais, que justement, le Québec, c'est le champion de l'antidépresseur. Au Canada, c'est extraordinaire, ça n'a pas de bon sens. Mais quand, autant que, c'est ça, on a trop souvent le défaut au Québec de se comparer pour se consoler, mais des fois, c'est bien de se comparer pour justement trouver, voir si c'est un phénomène purement sur notre terrain ou ça se passe justement ailleurs. Et si les autres ont Ouais. trouvé des solutions ailleurs, ben peut-être ça va marcher ici, finalement, tu sais. Ben, c'est ça, exactement. Puis aujourd'hui, tu sais, ceux qui nous traitent d'ethnomasochistes, là, on n'a pas été ethnomasochistes, là. On est allé voir, puis on a dit, regardez, là, au Royaume-Uni, ils ont le même problème que nous. On est allé écœurer les Anglais, vous devrez être contents. C'est ça. Regardez, là, on a tapé sur les Anglais, là, Euh, aujourd'hui. C'est bon. Fait que ça prouve que le thé, ça règle pas tout. En tout C'est cas, ça. exactement. Merci beaucoup, Karim. On se revoit la semaine prochaine. Sinon, Ça on fait va passer un plaisir. bon Bonne début de semaine. semaine, tout le monde. Bye bye.